vous qualifiez cette campagne, comment vous la sentez, elle se passe dans un contexte assez particulier? Disons que c'est pas une campagne électorale, c'est une crise politique qu'on est en train de vivre depuis des mois et des mois en France. Voilà, il y a tous les ingrédients de tous les éléments de la crise qui sont en train de s'inviter dans le cadre de cette campagne qui ressemble pas à une campagne comme on pourrait l'attendre, et d'autant moins une campagne que finalement il y a même plus de discussion entre les candidats, de ce que j'ai bien compris. Il y a même du tri sélectif qui est fait à l'entrée. Pour nous, par exemple, quand il y a un débat entre les candidats qui ont réuni leur parrainage, puisque nous aussi on a eu les parrainages, et Philippe Poutou n'a pas été invité dans une grande émission qui a été la première émission soi-disant de discussion entre les candidats. Donc voilà, c'est une situation qui condense en elle-même tous les éléments de la crise qui dure depuis des mois et des mois, la crise sociale, la crise écologique, la crise sanitaire, la crise et puis aussi la crise militaire avec ce qui se passe en Ukraine, bien entendu. On s'en souvient, il y a 5 ans, à la même époque, on avait remarqué le coup d'éclat de Philippe Poutou lors du débat à 11. Là, cette fois-ci, c'est difficile pour lui de réitérer ce genre de coup. Est-ce que ça dessert votre mouvement? Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est compliqué de mener campagne dans ces conditions? De toute façon, la campagne, nous, on l'amène. On mène une campagne militante. Comme on est amené d'une campagne militante, le fait d'obtenir les parrainages, on fait des réunions publiques, des meetings. Les meetings de Philippe sont pleins, sont souvent même pleins à craquer. Donc sur le terrain, ça se passe très bien. Maintenant, si Emmanuel Macron tremble de rencontrer Philippe Poutou, c'est son problème. Ça le rend pas très fort. Ça le rend pas très, très vaillant, on va dire. Voilà, mais d'une manière ou d'une autre, je pense que Philippe arrivera à se faire entendre même aux oreilles d'Emmanuel Macron, de son bilan et de ses propositions, puisque là maintenant c'est le 2 en 1. On a non seulement le bilan de son quinquennat, qui était déjà pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, et ses propositions politiques du type le RSA avec une activité payée 15 ou 20 heures, ou encore la réforme des retraites, enfin bref, tout ce qui a été annoncé, quoi. Oui, alors justement, pour parler de son programme qui a été annoncé, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on avait un président de la République qui était un président de droite, et on a un candidat de droite. Voilà, le candidat de la droite, c'est Emmanuel Macron. Quand on cristallise comme ça son orientation et ses propositions sur la énième proposition de départ de l'âge légal de la retraite à 65 ans, sachant que l'espérance de vie en bonne santé dans ce pays pour les hommes comme pour les femmes ne dépasse pas les 65 ans, et quitte à mettre les gens en activité, autant mettre les jeunes qui attendent que ça, par exemple, plutôt que de travailler plus longtemps. Quant au RSA, avec une activité réclamée de 15 à 20 heures, il faut quand même savoir que c'est une escroquerie extraordinaire, puisque ça veut dire concrètement payer les gens 565 € plutôt que de les payer 100 € de plus avec un contrat et des droits. Donc s'il y a de l'activité, il n'y a qu'à embaucher, non, je sais pas, plutôt que de continuer à tenir ce discours qui consiste à rendre finalement les chômeurs responsables de leur situation, les pauvres responsables de leur pauvreté, c'est-à-dire faire une inversion de la charge de la preuve. Voilà, et nous, ça passe pas. On trouve ce type de discours d'une violence absolument inouïe par rapport à la réalité ressentie par des millions de personnes dans ce pays. Vous diriez que son discours s'est durci en 5 ans? Mais c'est pas son discours qui s'est durci, c'est sa politique. Sa politique, elle était de droite, et elle a pris un cours autoritaire de plus en plus marqué. Voilà, le cours autoritaire de la politique libérale de M. Macron, elle s'est fermée avec 2 grandes séquences au moment des Gilets jaunes, avec la répression qu'on a connue, et durant la crise sanitaire, avec une instrumentalisation de la crise sanitaire pour renforcer le cours autoritaire de sa politique. Donc c'est une politique libérale et autoritaire. Il y a des questions sociales qui se posent de plus en plus actuellement, avec l'inflation, avec des problèmes de pouvoir d'achat. Pourquoi les mouvements de gauche comme le vôtre n'arrivent pas à capitaliser là-dessus? D'abord parce que capitaliser, c'est pas trop le genre de la maison. Voilà, on cherche à se faire entendre d'abord dans un premier temps, et puis pour se faire entendre, laisser le même temps de parole de Philippe Poutou qu'Emmanuel Macron. On verra, par exemple. Voilà, mais ce qu'on préconise, nous, c'est de rétablir la part des salaires qui existait dans la valeur ajoutée avant que les politiques austéritaires ne débutent au début des années 80, ce qui permettrait d'augmenter tous les revenus de 400 € net par mois et d'avoir un salaire minimum à 1800 € net par mois. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argent existe pour le faire. C'est l'argent qui a été volé depuis 30 ou 40 ans dans la poche de la majorité de la population et qu'un gouvernement anticapitaliste devrait récupérer pour augmenter tous les revenus. Et nous, on parle d'augmenter les revenus, de partager les richesses en prenant sur les profits. Et ça commence à bien faire de parler du pouvoir d'achat, parce qu'en réalité, c'est le seul moment dans la vie où on a le droit d'avoir du pouvoir, c'est quand il s'agit d'acheter. Voilà, donc on nous invente des feintes de balayeurs à base de primes, de chèques cadeaux, de chèques vacances, de chèques énergie, bref, tous les tours de passe-passe possibles, inimaginables, pour jamais prononcer le mot augmenter les salaires, augmenter les revenus, augmenter les allocations, augmenter les pensions de retraite. Vous-même, vous avez mené des campagnes présidentielles dans le passé. Comment les choses ont évolué depuis cette époque? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de mener campagne ou plus facile? Qu'est-ce qui a évolué depuis?
Ce qui a évolué en 10, 15 ou 20 ans, c'est l'accentuation de la crise globale, voilà, et donc de la crise politique, et d'une grande instabilité politique. C'est pour ça que tous ceux qui se rassurent à base de 2 ou 3 sondages par jour, je les invite à rester un peu humbles, parce qu'au-delà des sondages, et je vous dirais même au-delà du résultat des élections, de toute façon, il y a une nouvelle situation politique qui s'ouvre dans ce pays. Voilà. Et on en sera, d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup d'autres, parce qu'on ne compte pas rester seul dans notre coin, mais aussi avec notre spécificité. Et il faudra compter avec nous. Comment vous la voyez, cette dernière ligne droite? Il reste 3 semaines. Pour l'instant, la dernière ligne droite, on la voit comme une vraie course pour la démocratie, se faire entendre au même titre que les autres, réclamer notre droit. Ça paraît peut-être ballot, mais voilà, Philippe Poutou, c'est quand même un des rares ouvriers de cette campagne, qui a été en plus licencié, c'est-à-dire qui sait à quoi ressemble la vie quotidienne de millions de personnes sans qu'on lui explique sur des fiches techniques. Bizarrement, c'est un des rares qui n'aura pas le micro au même titre que les autres. Voilà, donc à tous les autres candidats qui parlent de la vie quotidienne de millions de personnes qui ne la connaissent pas, partagez un peu le temps de parole. Voilà, à défaut de partager les richesses, ça serait déjà un petit début. Vous auriez un conseil à lui donner pour la suite? À qui? À Philippe Poutou. Non, Philippe Poutou, c'est un grand garçon, il a besoin de personne, il réussit sa campagne, et moi je suis un de ses porte-parole comme d'autres, un de ses hologrammes. Voilà, parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens au NPA, c'est comme ça qu'on se démultiplie.